Madame la Présidente, quelle est la solution à tout ce gâchis? Eh bien, la réponse, c'est qu'il y a 20 millions de solutions, c'est-à-dire les travailleurs. Voilà la taille de la main-d'œuvre au Canada. 20 millions d'hommes, de femmes qui se lèvent chaque jour, qui vont travailler et qui produisent la richesse de notre pays et qui nous permet de payer l'épicerie, qui nous permet de payer pour nos services publics et qui fait de notre pays un pays si extraordinaire. Malheureusement, ces travailleurs sont privés de travail. Certains sont renvoyés à la maison à cause d'ordonnances de santé publique dues à la COVID. Près de 8 millions ont reçu de l'aide du gouvernement pour remplacer les revenus d'un emploi payé ou s'ils sont en congé forcé, ils avaient aussi besoin de soutien. Et donc, ces travailleurs avaient le droit de s'attendre à ce que le gouvernement remplace ces revenus perdus. Ce n'est toutefois pas une excuse pour avoir mis en place des politiques délibérées, politiques de ce gouvernement qui ont pénalisé les travailleurs qui voulaient retourner au travail alors qu'on commençait à rouvrir l'économie. Le programme de la PCU a été retiré aux travailleurs qui récupéraient 1 000 $ de leur salaire mensuel, plutôt que de mettre en place des mesures graduelles. Les gens ont été pénalisés par le gouvernement parce qu'ils voulaient retourner au travail et rebâtir leur vie. Ensuite, la subvention salariale qui a puni les petites entreprises qui récupéraient plus de 30 % de leurs revenus perdus. Il fallait avoir perdu plus que ce 30 %, $1 de plus, et on ne pouvait rien recevoir. Et donc, certaines entreprises ont dû rabaisser leurs revenus pour avoir droit à la subvention et demeurer à flot. La subvention au loyer, l'aide au loyer, il fallait avoir des pertes de revenus de 70 %. Une autre pénalité qui est imposée aux entreprises qui essaient de se remettre sur les rails. J'ai écrit une lettre ouverte dans le Ottawa Sun. Je proposais des mesures pratiques pour faire en sorte que les travailleurs puissent se retirer graduellement de ces mesures d'aide et en veillant à ce qu'ils soient toujours mieux placés en travaillant ou en acceptant un quart de travail supplémentaire, par exemple. Et aujourd'hui, on débat d'un projet de loi du gouvernement qui mettrait en place ce type de mesures. Finalement, on débat de mesures qui récompensent les travailleurs pour leur travail et les entreprises pour mener leurs activités. Nous le savions. Nous avons appris cette leçon à grands frais. Le gouvernement du Canada, le taux de chômage le plus élevé parmi tous les pays du G7, à part l'Italie. L'Italie étant le pays le plus socialiste du G7, et le gouvernement tente de s'en inspirer. Le gouvernement le plus socialiste du G7 a le plus haut taux de chômage et notre gouvernement tente de livrer concurrence à ce pays en imitant les mêmes politiques désastreuses. Mais bon, nous avons le deuxième taux de chômage plus élevé que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, notamment. Alors, nous voici avec un taux à peine plus faible que celui de l'Italie en matière de chômage, alors qu'on aborde le 8e mois de cette pandémie. Le gouvernement a appris lentement, douloureusement, des leçons en matière d'économie. Mais bon, ces coûts ne sont pas particuliers à cette époque de la COVID. Nous souffrons alors actuellement d'une mesure qui est la guerre au travail. La guerre au travail se produit quand le gouvernement punit ceux qui ont un salaire en allant récupérer trop d'impôts
gagné par rapport aux dollars gagnés. Alors, par exemple, une personne qui reçoit de l'aide parce qu'elle est handicapée à un travail pourrait perdre son aide à un taux qui est aussi élevé que 80 Et donc, ça devient inabordable pour les travailleurs de travailler ou de d'accepter un quart de travail supplémentaire. Mais la guerre au travail existe à d'autres égards. Jordan Press a obtenu une étude du Comité des finances montrant qu'une personne, une mère célibataire qui gagne 55 000 par année, pourrait perdre 70 cents par chaque dollar gagné. Les gens avec un salaire plus faible ont des taux marginaux d'impôts plus élevés. Il s'agit de pénalités qui s'appliquent à des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler durement. C'est pourquoi notre parti propose qu'il y ait un examen complet et une réforme de notre système d'impôts et de prestations pour que les gens soient toujours en meilleure posture en travaillant davantage, en acceptant un quart de travail supplémentaire, par exemple, pour servir des clients. La guerre au travail va plus loin. Pensons au système réglementaire qui a torpillé 2 projets de pipeline parce que le premier ministre s'y oppose, des projets de pipeline qui auraient pu faire circuler du pétrole brut de l'Ouest vers les marchés asiatiques, qui auraient pu offrir des emplois aux travailleurs de l'acier, à des gens de métier de partout au pays, à des travailleurs dans les raffineries sur la côte ouest et bien sûr du travail pour les travailleurs de l'énergie en Alberta, en Saskatchewan, par exemple. Ces emplois sont perdus parce que le gouvernement a empêché la construction de ces projets. Mais bon, ce ne sont pas seulement les pipelines. Le premier ministre a torpillé un projet minier de 20 milliards de dollars, la mine Tech Frontier dans le nord de l'Alberta, qui était entourée et appuyée par de nombreuses communautés autochtones, des communautés autochtones qui sont souvent les victimes de la guerre au travail du gouvernement fédéral. Des gens qui veulent travailler fort, gagner leur vie, mais on les en empêche parce que le gouvernement bloque des projets qui offriraient ces occasions. Pensons à de telles occasions. Comment les mettre en place? J'en parlais avec le député de Kamloops récemment. On avait une réunion avec des travailleurs qui travaillent au projet Trans Mountain. Ils sont fiers. Ce sont des travailleurs canadiens fiers qui gagnent de bons salaires comme il se doit. Voilà un exemple que nous devrions décupler au pays si le gouvernement se tassait et laissait la place à ces projets. Mais ce n'est pas seulement l'énergie, ce n'est pas seulement le secteur des ressources. Il est question de la construction de n'importe quoi ici au pays. C'est 11 fois plus long pour construire un entrepôt ici au Canada par rapport aux États-Unis. Alors, c'est un groupe d'investisseurs, par exemple, qui construit des entrepôts pour abriter un produit quelconque. Eh bien, il calcule que le temps d'approbation ici est 3 fois plus long et beaucoup plus incertain au final. Eh bien, dans ce cas, ils prennent leur argent et vont construire un entrepôt ailleurs, dans un autre pays. Voilà un phénomène dont nous sommes témoins ici au Canada. Des centaines de millions de dollars ont été investis ailleurs. Les investissements étrangers aux États-Unis ont doublé, alors que les investissements étrangers au Canada ont été réduits de moitié, parce que les gens investissent là où ils peuvent avoir un bon rendement. Et si le gouvernement empêche ce rendement, eh bien, les investissements sont faits ailleurs. Et donc, la production de richesse se fait ailleurs. Et que faut-il faire? Il faut importer des produits et emprunter des pays étrangers pour payer la différence. Alors, notre économie s'endette de plus en plus. Et c'est pas seulement le gouvernement qui s'endette, mais aussi les entreprises et les ménages qui s'endettent. Si on combine
les dettes des ménages, des entreprises, des gouvernements, on obtient un pourcentage de ratio dette PIB de 180 qui est le plus élevé parmi les pays développés, à l'exception du Japon. Cette dette peut être assumée à cause des taux d'intérêt bas, mais quand les taux d'intérêt augmenteront, eh bien, on sera confronté à un désastre. Tout ce qu'on peut faire pour éviter ce désastre, c'est de permettre au pouvoir de l'entreprise libre de créer des emplois. Et donc, ces 20 millions de travailleurs dont j'ai parlé au début de mes observations, ces 20 millions de travailleurs peuvent gagner un salaire pour payer leurs factures et ainsi, ils pourront contribuer à renflouer les coffres de l'État pour que nous puissions continuer de nous permettre les programmes et services sur lesquels on se fie. Le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui, eh bien, on aurait dû l'avoir plus tôt. Il revient sur des questions que j'ai soulevées en mai et permettra de réparer certains dommages causés par le gouvernement cet été. J'espère qu'il pourra permettre aux entreprises de se remettre sur les rails, de rembaucher des employés, de se remettre en activité et ainsi profiter justement du pouvoir de cette main-d'œuvre de 20 millions de travailleurs. Mettons-nous au travail, Madame la Présidente.